La lampe juive de Maurice Leblanc. Chapitre 1er. Herlock Sholmes et Wilson étaient assis à droite et à gauche de la grande cheminée, les pieds allongés vers un confortable feu de coke. La pipe de Sholmes, une courte bruyère à viroelle d'argent, s'éteignit. Il en vida les cendres, la bourra de nouveau, l'alluma, ramena sur ses genoux les pans de sa robe de chambre et sortit de sa pipe de longues bouffées qu'il s'ingéniait à lancer au plafond en petits anneaux de fumée. Wilson le regardait. Il le regardait comme le chien couché en cercle sur le tapis du foyer regarde son maître, avec des yeux ronds, sans battement de paupières, des yeux qui n'ont d'autre espoir que de refléter le geste attendu. Le maître allait-il rompre le silence? Allait-il lui révéler le secret de sa songerie actuelle et l'admettre dans le royaume de la méditation dont il semblait à Wilson que l'entrée lui était interdite? Sholmes se taisait. Wilson risqua. Les temps sont calmes, pas une affaire à nous mettre sous la dent. Sholmes se tut de plus en plus violemment, mais ses anneaux de fumée étaient de mieux en mieux réussis, et tout autre que Wilson eût observé qu'il en tirait cette profonde satisfaction que nous donnent ces menus succès d'amour-propre aux heures où le cerveau est complètement vide de pensée. Wilson, découragé, se leva et s'approcha de la fenêtre. La triste rue s'étendait entre l'effaçadement des maisons, sous un ciel noir d'où tombait une pluie méchante et rageuse. Un cab passa, un autre cab. Wilson en inscrivit les numéros sur son calepin, sait-on jamais. « Tiens !» s'écria-t-il, « le facteur !» L'homme entra, conduit par le domestique. « 2 lettres recommandées, monsieur, si vous voulez signer. » Sholmes signa le registre, accompagna l'homme jusqu'à la porte et revint tout en décachetant l'une des lettres. « Vous avez l'air tout heureux » nota Wilson au bout d'un instant. « Cette lettre contient une proposition fort intéressante. Vous qui réclamiez une affaire, en voici une, lisez. » Wilson lut. « Monsieur, je viens vous demander le secours de votre expérience. J'ai été victime d'un vol important, et les recherches effectuées jusqu'ici ne semblent pas devoir aboutir. Je vous envoie par ce courrier un certain nombre de journaux qui vous renseigneront sur cette affaire, et s'il vous agrée de la poursuivre, je mets mon hôtel à votre disposition et vous prie d'inscrire sur le chèque ci inclus, signé de moi, la somme qu'il vous plaira de fixer pour vos frais de déplacement. Veuillez avoir l'obligeance de me télégraphier votre réponse et croyez, monsieur, à l'assurance de mes sentiments de haute considération. Baron Victor d'Imbleval, 18 rue Muriot. « Hé hé !» fit Sholmes. « Voilà qui s'annonce à merveille. Un petit voyage à Paris, ma foi, pourquoi pas. Depuis mon fameux duel avec Arsène Lupin, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Je ne serais pas fâché de voir la capitale du monde dans des conditions un peu plus tranquilles. » Il déchira le chèque en 4 morceaux, et tandis que Wilson, dont le bras n'avait pas recouvré son ancienne souplesse, prononçait contre Paris des mots amers, il ouvrit la seconde enveloppe. Tout de suite, un mouvement d'irritation lui échappa. Un pli barra son front pendant toute la lecture, et froissant le papier, il en fit une boule qu'il jeta violemment sur le parquet. « Quoi? Qu'y a-t-il » s'écria Wilson, effaré. Il ramassa la boule, la déplia et lut avec une stupeur croissante. « Mon cher maître, vous savez l'admiration que j'ai pour vous et l'intérêt que je prends à votre renommée. Eh bien, croyez-moi, ne vous occupez point de l'affaire à laquelle on vous sollicite de concourir. Votre intervention causerait beaucoup de mal. Tous vos efforts n'amèneraient qu'un résultat pitoyable et vous seriez obligé de faire publiquement l'aveu de votre échec. Profondément désireux de vous épargner une telle humiliation, je vous conjure, au nom de l'amitié qui nous unit, de rester bien tranquillement au coin de votre feu. Mes bons souvenirs, monsieur Wilson, et pour vous, mon cher maître, le respectueux hommage de votre dévoué, Arsène Lupin. » « Arsène Lupin » répéta Wilson, confondu. Sholmes se mit à frapper la table à coups de poing. « Ah, mais il commence à m'embêter, cet animal-là. Il se moque de moi comme d'un gamin. L'aveu public de mon échec. Ne l'ai-je pas contraint à rendre le diamant bleu ?»« Il a peur, » insinua Wilson. « Vous dites des bêtises. Arsène Lupin n'a jamais peur, et la preuve, c'est qu'il me provoque. » « Mais comment a-t-il connaissance de la lettre que nous envoie le baron d'Imbleval? Qu'est-ce que j'en sais? Vous me posez des questions stupides, mon cher. Je pensais, je m'imaginais... Quoi? Que je suis sorcier?
Non, mais je vous ai vu faire de tels prodiges. Personne ne fait de prodiges, moi pas plus qu'un autre. Je réfléchis, je déduis, je conclus, mais je ne devine pas. Il n'y a que les imbéciles qui devinent. Wilson prit l'attitude modeste d'un chien battu et s'efforça, afin de n'être pas un imbécile, de ne point deviner pourquoi Sholmes arpentait la chambre à grands pas irrité. Mais Sholmes ayant sonné son domestique et lui ayant commandé sa valise, Wilson se crut en droit, puisqu'il y avait là un fait matériel, de réfléchir, de déduire et de conclure que le maître partait en voyage. La même opération d'esprit lui permit d'affirmer, en homme qui ne craint pas l'erreur, « Herlock, vous allez à Paris. » « Possible. » Et que vous allez plus encore pour répondre à la provocation de Lupin que pour obliger le baron d'Imbleval. « Possible. » « Herlock, je vous accompagne. »« Ah, vieil ami !» s'écria Sholmes, en interrompant sa promenade. « Vous n'avez donc pas peur que votre bras gauche ne partage le sort de votre bras droit ? Que peut-il m'arriver ? Vous serez là. À la bonne heure, vous êtes un gaillard. Et nous allons montrer à ce monsieur qu'il a peut-être tort de nous jeter le gant avec tant d'effronterie. Vite, Wilson, rendez-vous au premier train. » « Sans attendre les journaux dont le baron vous annonce l'envoi ? À quoi bon ? J'expédie un télégramme ? Inutile. Arsène Lupin connaîtrait mon arrivée, je n'y tiens pas. Cette fois, Wilson, il faut jouer serré. » L'après-midi, les deux amis s'embarquaient à Douvres. La traversée fut excellente. Dans le rapide de Calais à Paris, Sholmes s'offrit 3 heures du sommeil le plus profond, tandis que Wilson faisait bonne garde à la porte du compartiment et méditait l'œil vague. Sholmes s'éveilla heureux et dispos. La perspective d'un nouveau duel avec Arsène Lupin le ravissait. Il se frotta les mains de l'air satisfait d'un homme qui se prépare à goûter des joies abondantes. « Enfin !» s'exclama Wilson, « on va se dégourdir !» Et il se frotta les mains du même air satisfait. En gare, Sholmes prit les plaids, et suivi de Wilson qui portait les valises, chacun son fardeau, il donna les tickets et sortit allègrement. « Beau temps, Wilson, du soleil, Paris est en fête pour nous recevoir. »« Quelle foule !»« Tant mieux, Wilson, nous ne risquons pas d'être remarqués. Personne ne nous reconnaîtra au milieu d'une telle multitude. »« Monsieur Sholmes, n'est-ce pas ?» Il s'arrêta, quelque peu interloqué. Qui diable pouvait ainsi le désigner par son nom ? Une femme se tenait à ses côtés, une jeune fille, dont la mise très simple soulignait la silhouette distinguée et dont la jolie figure avait une expression inquiète et douloureuse. Elle répéta « Vous êtes bien monsieur Sholmes ?» Comme il se taisait, autant par désarroi que par habitude de prudence, elle redit une 3e fois « C'est bien à monsieur Sholmes que j'ai l'honneur de parler. »« Que me voulez-vous » dit-il assez bourru, croyant à une rencontre douteuse. Elle se planta devant lui. « Écoutez, monsieur, c'est très grave. Je sais que vous allez rue Murillo. »« Que dites-vous ?»« Je sais, rue Murillo, au numéro 18. Eh bien, il ne faut pas. Non, vous ne devez pas y aller. Je vous assure que vous le regretteriez. Si je vous dis cela, ne pensez pas que j'y ai quelque intérêt. C'est par raison, c'est en toute conscience. » Il essaya de l'écarter, elle insista. « Je vous en prie, ne vous obstinez pas. Ah, si je savais comment vous convaincre. Regardez tout au fond de moi, tout au fond de mes yeux. Ils sont sincères, ils disent la vérité. » Elle offrait ses yeux éperdument, de ces beaux yeux graves et limpides où semble se réfléchir l'âme elle-même. Wilson hocha la tête. « Mademoiselle a l'air bien sincère. »« Mais oui, implora-t-elle, il faut avoir confiance. »« J'ai confiance, mademoiselle, » répliqua Wilson. « Oh, comme je suis heureuse. Et votre ami aussi, n'est-ce pas ? Je le sens, j'en suis sûre. Quel bonheur. Tout va s'arranger. Ah, la bonne idée que j'ai eue. Tenez, monsieur. Il y a un train pour Calais dans 20 minutes. Eh bien, vous le prendrez vite. Suivez-moi. Le chemin est de ce côté, et vous n'avez que le temps. » Elle cherchait à l'entraîner. Sholmes lui saisit le bras et, d'une voix qu'il cherchait à rendre aussi douce que possible, « Excusez-moi, mademoiselle, de ne pouvoir accéder à votre désir, mais je n'abandonne jamais une tâche que j'ai entreprise. Je vous en supplie, je vous en supplie. Ah, si vous pouviez comprendre !» Il passa outre et s'éloigna rapidement. Wilson dit à la jeune fille « Ayez bon espoir, il ira jusqu'au bout de l'affaire.
Il n'y a pas d'exemple qu'il ait encore échoué. Et il rattrapa Sholmes en courant. Herlock Sholmes, Arsène Lupin. Ces mots, qui se détachaient en grosses lettres noires, les heurtèrent au premier pas. Ils s'approchèrent. Une théorie d'hommes sandwich déambulait les uns derrière les autres, portant à la main de lourdes cannes ferrées dont ils frappaient le trottoir en cadence, et sur le dos d'énormes affiches où l'on pouvait lire « Le match Herlock Sholmes, Arsène Lupin. Arrivée du champion anglais. Le grand détective s'attaque au mystère de la rue Murillo. Lire les détails dans l'Écho de France. » Wilson hocha la tête. « Dis donc, Herlock, nous qui nous flattions de travailler incognito, je ne serais pas étonné que la garde républicaine nous attendît rue Murillo et qu'il y eût réception officielle avec toast et champagne. Quand vous vous mettez à avoir de l'esprit, Wilson, vous en ballez deux, grinça Sholmes. Il s'avança vers l'un de ces hommes avec l'intention très nette de le prendre entre ses mains puissantes et de le réduire en miettes, lui et son placard. La foule cependant s'attroupait autour des affiches, on plaisantait et l'on riait. Réprimant un furieux accès de rage, il dit à l'homme « Quand vous a-t-on embauché ? Ce matin. Vous avez commencé votre promenade ? Il y a 1 heure. Mais les affiches étaient prêtes ? Ah, dame, oui. Lorsque nous sommes venus ce matin à l'agence, elles étaient là. » Ainsi donc, Arsène Lupin avait prévu que lui, Sholmes, accepterait la bataille. Bien plus, la lettre écrite par Lupin prouvait qu'il désirait cette bataille et qu'il entrait dans ses plans de se mesurer une fois de plus avec son rival. Pourquoi ? Quel motif le poussait à recommencer la lutte ? Herlock eut une seconde d'hésitation. Il fallait vraiment que Lupin fût bien sûr de la victoire pour montrer tant d'insolence. Et n'était-ce pas tombé dans le piège que d'accourir ainsi au premier appel ? « Allons-y, Wilson, cocher, 18 rue Murillo !» s'écria-t-il en un réveil d'énergie. Et les veines gonflées, les poings serrés comme s'il allait se livrer à un assaut de boxe, il sauta dans une voiture. La rue Murillo est bordée de luxueux hôtels particuliers dont la façade postérieure a vue sur le parc Monceau. Une des plus belles parmi ces demeures s'élève au numéro 18, et le baron d'Imbleval, qui l'habite avec sa femme et ses enfants, l'a meublée de la façon la plus somptueuse, en artiste et en millionnaire. Une cour d'honneur précède l'hôtel, et des communs le bordent à droite et à gauche. En arrière, un jardin mêle les branches de ces arbres aux arbres du parc. Après avoir sonné, les 2 Anglais franchirent la cour et furent reçus par un valet de pied qui les conduisit dans un petit salon situé sur l'autre façade. Ils s'assirent et inspectèrent d'un coup d'œil rapide les objets précieux qui encombraient ce boudoir. « De jolies choses, » murmura Wilson, « du goût et de la fantaisie. On peut déduire que ceux qui ont eu le loisir de dénicher ces objets sont des gens d'un certain âge, 50 ans peut-être. » Il n'acheva pas, la porte s'était ouverte, et M. d'Imbleval entrait suivi de sa femme. Contrairement aux déductions de Wilson, ils étaient tous 2 jeunes, de tournure élégante, et très vifs d'allure et de parole. Tous 2, ils se confondirent en remerciements. « C'est trop gentil à vous, un pareil dérangement. Nous sommes presque heureux de l'ennui qui nous arrive, puisque cela nous procure le plaisir. » Quel charmeur que ces Français, pensa Wilson, qu'une observation profonde n'effrayait pas. « Mais le temps est de l'argent, » s'écria le baron. « Le vôtre surtout, monsieur Sholmes. Aussi, droit au but. Que pensez-vous de l'affaire ? Espérez-vous la mener à bien ? Pour la mener à bien, il faudrait d'abord la connaître. Vous ne la connaissez pas ? Non, et je vous prie de m'expliquer les choses par le menu et sans rien omettre. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un vol. Quel jour a-t-il eu lieu ? Samedi dernier, répliqua le baron, dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a donc 6 jours. Maintenant, je vous écoute. Il faut dire d'abord, monsieur, que ma femme et moi, tout en nous conformant au genre de vie qu'exige notre situation, nous sortons peu. L'éducation de nos enfants, quelques réceptions, l'embellissement de notre intérieur, voilà notre existence. Et toutes nos soirées, ou à peu près, s'écoulent ici, dans cette pièce qui est le boudoir de ma femme, et où nous avons réuni quelques objets d'art. Samedi dernier donc, vers 11 heures, j'éteignis l'électricité, et ma femme et moi, nous nous retirâmes comme d'habitude dans notre chambre, qui se trouve à côté, cette porte que vous voyez. Le lendemain, c'est-à-dire dimanche, je me levai de bonne heure.
Comme Suzanne, ma femme, dormait encore, je passai dans ce boudoir aussi doucement que possible pour ne pas la réveiller. Quel fut mon étonnement en constatant que cette fenêtre était ouverte, alors que la veille au soir nous l'avions laissée fermée. Un domestique. Personne n'entre ici le matin avant que nous n'ayons sonné. Du reste, je prends toujours la précaution de pousser le verrou de cette seconde porte, laquelle communique avec l'antichambre. Donc la fenêtre avait bien été ouverte du dehors. J'en eus d'ailleurs la preuve. Le second carreau de la croisée de droite, près de l'espagnolette, avait été découpé. Et cette fenêtre, comme vous pouvez vous en rendre compte, donne sur une petite terrasse entourée d'un balcon de pierre. Nous sommes ici au premier étage, et vous apercevez le jardin qui s'étend derrière l'hôtel et la grille qui le sépare du parc Monceau. Il y a donc certitude que l'homme est venu du parc Monceau, a franchi la grille à l'aide d'une échelle et est monté jusqu'à la terrasse. Il y a certitude, dites-vous? On a trouvé de chaque côté de la grille, dans la terre molle des plates-bandes, des trous laissés par les deux montants de l'échelle, et les deux mêmes trous existaient au bas de la terrasse. Enfin, le balcon porte de légères éraflures, causées évidemment par le contact des montants. Le parc Monceau n'est-il pas fermé la nuit? Fermé non, mais en tout cas, au numéro 14, il y a un hôtel en construction. Il était facile de pénétrer par là. Sherlock Holmes réfléchit quelques moments et reprit. « Arrivons au vol. Il aurait donc été commis dans la pièce où nous sommes? Oui. Il y avait, entre cette vierge du XIIe siècle et ce tabernacle en argent ciselé, il y avait une petite lampe juive. Elle a disparu. Et c'est tout? C'est tout. Ah. Et qu'appelez-vous une lampe juive? Ce sont de ces lampes en cuivre dont on se servait autrefois, composées d'une tige et d'un récipient où l'on mettait l'huile. De ce récipient s'échappaient 2 ou plusieurs becs destinés aux mèches. Somme toute, des objets sans grande valeur. Sans grande valeur en effet, mais celle-ci contenait une cachette où nous avions l'habitude de placer un magnifique bijou ancien, une chimère en or, sertie de rubis et d'émeraudes qui était d'un très grand prix. Pourquoi cette habitude? Ma foi, monsieur, je ne saurais trop dire. Peut-être le simple amusement d'utiliser une cachette de ce genre. Personne ne la connaissait? Personne. Sauf évidemment le voleur de la chimère, objecta Sholmes, sans quoi il n'eût pas pris la peine de voler la lampe juive. Évidemment, mais comment pouvait-il la connaître, puisque c'est le hasard qui nous a révélé le mécanisme secret de cette lampe? Le même hasard a pu le révéler à quelqu'un, un domestique, un familier de la maison. Mais continuons. La justice a été prévenue? Sans doute. Le juge d'instruction a fait son enquête. Les chroniqueurs détectives attachés à chacun des grands journaux ont fait la leur. Mais ainsi que je vous l'ai écrit, il ne semble pas que le problème ait la moindre chance d'être jamais résolu. Sholmes se leva, se dirigea vers la fenêtre, examina la croisée, la terrasse, le balcon, se servit de sa loupe pour étudier les 2 éraflures de la pierre, et pria M. d'Imblevalle de le conduire dans le jardin. Dehors, Sholmes s'assit tout simplement sur un fauteuil d'osier et regarda le toit de la maison d'un œil rêveur. Puis, il marcha soudain vers 2 petites caissettes en bois avec lesquelles on avait recouvert, afin d'en conserver l'empreinte exacte, les trous laissés au pied de la terrasse par les montants de l'échelle. Il enleva les caissettes, se mit à genoux sur le sol, et le dos rond, le nez à 20 centimètres du sol, il scruta, prit des mesures. Même opération le long de la grille, mais moins longue. C'était fini. Tous deux s'en retournèrent au boudoir où les attendait madame d'Imblevalle. Sholmes garda le silence quelques minutes encore, puis prononça ces paroles. « Dès le début de votre récit, monsieur le baron, j'étais frappé par le côté vraiment trop simple de l'agression. Appliquer une échelle, couper un carreau, choisir un objet et s'en aller, non. Les choses ne se passent pas aussi facilement. Tout cela est trop clair, trop net. De sorte que le vol de la lampe juive a été commis sous la direction d'Arsène Lupin. »« Arsène Lupin » s'exclama le baron. « Mais il a été commis en dehors de lui, sans que personne entrât dans cet hôtel. Un domestique peut-être qui sera descendu de sa mansarde sur la terrasse, le long d'une gouttière que j'ai aperçue du jardin. Mais sur quelle preuve ? Arsène Lupin ne serait pas sorti du boudoir les mains vides. Les mains vides et la lampe. Prendre la lampe ne l'eût pas empêché de prendre cette tabatière enrichie de diamants ou ce collier de vieilles opales. Il lui suffisait de 2 gestes en plus.
S'il ne les a pas complices, c'est qu'il ne l'a pas vu. Cependant, les traces relevées, comédie, mise en scène pour détourner les soupçons, les éraflures de la balustrade, mensonges, elles ont été produites avec du papier de verre. Tenez, voici quelques brins de papier que j'ai recueillis. Les marques laissées par les montants de l'échelle, de la blague. Examinez les 2 trous rectangulaires du bas de la terrasse et les 2 trous situés près de la grille. Leur forme est semblable, mais parallèles ici, ils ne le sont plus là-bas. Mesurez la distance qui sépare chaque trou de son voisin, l'écart change selon l'endroit. Au pied de la terrasse, il est de 23 cm, le long de la grille, il est de 28 cm. Et vous en concluez? J'en conclus, puisque leur forme est identique, que les 4 trous ont été faits à l'aide d'un seul et unique bout de bois convenablement taillé. Le meilleur argument serait ce bout de bois lui-même. Le voici, dit Sholmes. Je l'ai ramassé dans le jardin, sous la caisse d'un laurier. Le baron s'inclina. Il y avait 40 minutes que l'Anglais avait franchi le seuil de cette porte, et il ne restait plus rien de tout ce que l'on avait cru jusqu'ici sur le témoignage même des faits apparents. La réalité, une autre réalité, se dégageait, fondée sur quelque chose de beaucoup plus solide, le raisonnement d'un Sherlock Holmes. « L'accusation que vous lancez contre notre personnel est bien grave, monsieur, » dit la baronne. « Nos domestiques sont d'anciens serviteurs de la famille, et aucun d'eux n'est capable de nous trahir. Si l'un d'eux ne vous trahissait pas, comment expliquer que cette lettre ait pu me parvenir le jour même, et par le même courrier que celle que vous m'avez écrite ?» Il tendit à la baronne la lettre que lui avait adressée Arsène Lupin. Madame d'Imblevalle fut stupéfaite. « Arsène Lupin, comment a-t-il su ?»« Vous n'avez mis personne au courant de votre lettre ?»« Personne, » dit le baron. « C'est une idée que nous avons eue l'autre soir à table. » Devant les domestiques, il n'y avait que nos 2 enfants, et encore non. Sophie et Henriette n'étaient plus à table, n'est-ce pas, Suzanne? Madame d'Imblevalle réfléchit et affirma. En effet, elles avaient rejoint mademoiselle. Mademoiselle, interrogea Sholmes, la gouvernante, mademoiselle Alice Demain. Cette personne ne prend donc pas ses repas avec vous? Non, on la sert à part, dans sa chambre. Wilson eut une idée. La lettre écrite à mon ami Sherlock Holmes a été mise à la poste, naturellement. Qui donc la porta? Dominique, mon valet de chambre depuis 20 ans, répondit le baron. Toute recherche de ce côté serait du temps perdu. On ne perd jamais son temps quand on cherche, dit Wilson sentencieusement. La première enquête était terminée. Sholmes demanda la permission de se retirer. 1 heure plus tard, au dîner, il vit Sophie et Henriette, les 2 enfants des d'Imblevalle, 2 jolies fillettes de 8 et 6 ans. On causa peu. Sholmes répondit aux amabilités du baron et de sa femme d'un air si rébarbatif qu'ils se résolurent au silence. On servit le café. Sholmes avala le contenu de sa tasse et se leva. À ce moment, un domestique entra qui apportait un message téléphonique à son adresse. Il l'ouvrit et lut « Vous envoie mon admiration enthousiaste. Les résultats obtenus par vous en si peu de temps sont étourdissants. Je suis confondu. Arpin Lucène. » Il eut un geste d'agacement et montrant la dépêche au baron. « Commencez-vous à croire, monsieur, que vos murs ont des yeux et des oreilles ?»« Je n'y comprends rien, » murmura M. d'Imblevalle, abasourdi. « Moi non plus. Mais ce que je comprends, c'est que pas un mouvement ne se fait ici qui ne soit aperçu par lui, pas un mot ne se prononce qu'il ne l'entende. » Ce soir-là, Wilson se coucha avec la conscience légère d'un homme qui a rempli son devoir et qui n'a plus d'autre besogne que de s'endormir. Aussi s'endormit-il très vite, et de beaux rêves le visitèrent où il poursuivait Lupin à lui seul et se disposait à l'arrêter de sa propre main, et la sensation de cette poursuite était si nette qu'il se réveilla. Quelqu'un frôlait son lit, il saisit son revolver. « Geste encore, Lupin, et je tire. »« Diable, comme vous y allez, vieux camarade. »« Comment, c'est vous, Sholmes? Vous avez besoin de moi ?»« J'ai besoin de vos yeux, levez-vous. » Il le mena vers la fenêtre. « Regardez, de l'autre côté de la grille, dans le parc. »« Oui, vous ne voyez rien ?»« Je ne vois rien. »« Si, vous voyez quelque chose. »« Ah, en effet, une ombre, 2 même. N'est-ce pas? Contre la grille. Tenez, elle remue. Ne perdons pas de temps. » À tâtons, en se tenant à la rampe, ils descendirent l'escalier,
et arrivèrent dans une pièce qui donnait sur le perron du jardin. À travers les vitres de la porte, ils aperçurent les deux silhouettes à la même place. « C'est curieux, » dit Sholmes. « Il me semble entendre du bruit dans la maison. »« Dans la maison ? Impossible. Tout le monde dort. » « Écoutez, cependant. » À ce moment, un léger coup de sifflet vibra du côté de la grille, et ils aperçurent une vague lumière qui paraissait venir de l'hôtel. « Les d'Imbleval ont dû allumer, » murmura Sholmes. « C'est leur chambre qui est au-dessus de nous. »« C'est eux sans doute que nous avons entendus, » fit Wilson. « Peut-être sont-ils en train de surveiller la grille. » Un second coup de sifflet, plus discret encore. « Je ne comprends pas, je ne comprends pas, » dit Sholmes agacé. « Moi non plus, » confessa Wilson. Sholmes tourna la clé de la porte, ôta le verrou et poussa doucement le battant. Un troisième coup de sifflet, un peu plus fort celui-ci, et modulé d'autre sorte, et au-dessus de leur tête, le bruit s'accentua, se précipita. « On croirait plutôt que c'est la terrasse du boudoir, » souffla Sholmes. Il passa la tête dans l'entrebâillement, mais aussitôt recula en étouffant un juron. À son tour, Wilson regarda. Tout près d'eux, une échelle se dressait contre le mur, appuyée au balcon de la terrasse. « Hé, parbleu !» fit Sholmes. « Il y a quelqu'un dans le boudoir. Voilà ce qu'on entendait. Vite, enlevons l'échelle. » Mais à cet instant, une forme glissa du haut en bas, l'échelle fut enlevée, et l'homme qui la portait courut en toute hâte vers la grille, à l'endroit où l'attendaient ses complices. D'un bond, Sholmes et Wilson s'étaient élancés. Ils rejoignirent l'homme alors qu'il posait l'échelle contre la grille. De l'autre côté, 2 coups de feu jaillirent. « Blessé » cria Sholmes. « Non » répondit Wilson. Il saisit l'homme par le corps et tenta de l'immobiliser, mais l'homme se retourna, l'empoigna d'une main, et de l'autre lui plongea son couteau en pleine poitrine. Wilson exhala un soupir, vacilla et tomba. « Damnation !» hurla Sholmes. « Si on me l'a tué, je tue !» Il étendit Wilson sur la pelouse et se rua sur l'échelle. Trop tard, l'homme l'avait escaladé et, reçu par ses complices, s'enfuyait parmi les massifs. « Wilson, ce n'est pas sérieux, hein, une simple égratignure !» Les portes de l'hôtel s'ouvrirent brusquement. Le premier, M. d'Imbleval, survint, puis des domestiques munis de bougies. « Quoi? Qu'y a-t-il » s'écria le baron. « M. Wilson est blessé ?»« Rien, une simple égratignure » répéta Sholmes, cherchant à s'illusionner. Le sang coulait en abondance et la face était livide. Le docteur, 20 minutes après, constatait que la pointe du couteau s'était arrêtée à 4 mm du cœur. 4 mm du cœur. Ce Wilson a toujours eu de la chance, conclut Sholmes d'un ton d'envie. De la chance, grommela le docteur. Dame! Avec sa robuste constitution, il en sera quitte pour 6 semaines de lit et 2 mois de convalescence. Pas davantage? Non, à moins de complications. Pourquoi diable voulez-vous qu'il y ait des complications? Pleinement rassuré, Sholmes rejoignit le baron au boudoir. Cette fois, le mystérieux visiteur n'y avait pas mis la même discrétion. Sans vergogne, il avait fait main basse sur la tabatière enrichie de diamants, sur le collier d'opale, et d'une façon générale, sur tout ce qui pouvait prendre place dans les poches d'un honnête cambrioleur. La fenêtre était encore ouverte, un des carreaux avait été proprement découpé, et au petit jour, une enquête sommaire, en établissant que l'échelle provenait de l'hôtel en construction, indiqua la voie que l'on avait suivie. Bref, dit M. d'Imbleval avec une certaine ironie, c'est la répétition exacte du vol de la lampe juive. Oui, si l'on accepte la première version adoptée par la justice. Vous ne l'adoptez donc pas encore? Ce second vol n'ébranle pas votre opinion sur le premier. Il la confirme, monsieur. Est-ce croyable? Vous avez la preuve irréfutable que l'agression de cette nuit a été commise par quelqu'un du dehors, et vous persistez à soutenir que la lampe juive a été soustraite par quelqu'un de notre entourage, par quelqu'un qui habite cet hôtel. Alors, comment expliquez-vous? Je n'explique rien, monsieur. Je constate deux faits qui n'ont l'un avec l'autre que des rapports d'apparence. Je les juge isolément, et je cherche le lien qui les unit. Sa conviction semblait si profonde, ses façons d'agir fondées sur des motifs si puissants, que le baron s'inclina. Soit, nous allons prévenir le commissaire. « À aucun prix !» s'écria vivement l'Anglais. « À aucun prix !
J'entends ne m'adresser à ces gens que quand j'ai besoin d'eux. Cependant, les coups de feu, il n'importe. Votre ami, mon ami n'est que blessé. Obtenez que le docteur se taise. Moi, je réponds du tout du côté de la justice. 2 jours s'écoulèrent, vides d'incidents, mais où Sholmes poursuivit sa besogne avec un soin minutieux et un amour-propre qu'exaspérait le souvenir de cette audacieuse agression exécutée sous ses yeux, en dépit de sa présence, et sans qu'il en pût empêcher le succès. Infatigable, il fouilla l'hôtel et le jardin, s'entretint avec les domestiques, et fit de longues stations à la cuisine et à l'écurie, et bien qu'il ne recueillît aucun indice qui l'éclairât, il ne perdait pas courage. « Je trouverai, pensait-il, et c'est ici que je trouverai. Il ne s'agit pas, comme dans l'affaire de la dame blonde, de marcher à l'aventure, et d'atteindre, par des chemins que j'ignorais, un but que je ne connaissais pas. Cette fois, je suis sur le terrain même de la bataille. L'ennemi n'est plus seulement l'insaisissable et invisible Lupin, c'est le complice, en chair et en os, qui vit et qui se meut dans les bornes de cet hôtel. Le moindre petit détail, et je suis fixé. » Ce détail, dont il devait tirer de telles conséquences, et avec une habileté si prodigieuse que l'on peut considérer l'affaire de la lampe juive comme une de celles où éclate le plus victorieusement son génie de policier, ce détail, ce fut le hasard qui le lui fournit. L'après-midi du 3e jour, comme il entrait dans une pièce située au-dessus du boudoir, et qui servait de salle d'étude aux enfants, il trouva Henriette, la plus petite des sœurs. Elle cherchait ses ciseaux. « Tu sais, dit-elle à Sholmes, j'en fais aussi des papiers comme celui que tu as reçu l'autre soir. »« L'autre soir ? Oui, à la fin du dîner. Tu as reçu un papier avec des bandes dessus, tu sais, un télégramme. Eh bien, j'en fais aussi, moi. » Elle sortit. Pour tout autre, ces paroles n'eussent rien signifié que l'insignifiante réflexion d'un enfant, et Sholmes lui-même les écouta d'une oreille distraite et continua son inspection. Mais tout à coup, il se mit à courir après l'enfant dont la dernière phrase le frappait subitement. Il la rattrapa au haut de l'escalier et lui dit « Alors toi aussi tu colles des bandes sur papier ?» Henriette, très fière, déclara « Mais oui, je découpe des mots et je les colle. »« Et qui t'a montré ce petit jeu ?»« Mademoiselle, ma gouvernante. Je lui en ai vu faire autant. Elle prend des mots sur des journaux et les colle. Et qu'est-ce qu'elle en fait ? Des télégrammes, des lettres qu'elle envoie. » Sherlock Holmes rentra dans la salle d'études, singulièrement intrigué par cette confidence et s'efforçant d'en extraire les déductions qu'elle comportait. Des journaux, il y en avait un paquet sur la cheminée. Il les déplia, et vit en effet des groupes de mots ou des lignes qui manquaient, régulièrement et proprement enlevés. Mais il lui suffit de lire les mots qui précédaient ou qui suivaient, pour constater que les mots qui manquaient avaient été découpés au hasard des ciseaux, par Henriette évidemment. Il se pouvait que, dans la liasse des journaux, il y en eût un que mademoiselle eût découpé elle-même, mais comment s'en assurer? Machinalement, Herlock feuilleta les livres de classe empilés sur la table, puis d'autres qui reposaient sur les rayons d'un placard. Et soudain, il eut un cri de joie. Dans un coin de ce placard, sous de vieux cahiers amoncelés, il avait trouvé un album pour enfants, un alphabet orné d'images, et à l'une de ces pages de cet album, un vide lui était apparu. Il vérifia. C'était la nomenclature des jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, etc. Le mot samedi manquait. Or, le vol de la lampe juive avait eu lieu dans la nuit d'un samedi. Herlock éprouva ce petit serrement du cœur qui lui annonçait toujours, de la manière la plus nette, qu'il avait touché au nœud même d'une intrigue. Cette étreinte de la vérité, cette émotion de la certitude ne le trompait jamais. Fiévreux et confiant, il s'empressa de feuilleter l'album. Un peu plus loin, une autre surprise l'attendait. C'était une page composée de lettres majuscules suivies d'une ligne de chiffres. 9 de ces lettres et 3 de ces chiffres avaient été enlevés soigneusement. Sholmes les inscrivit sur son carnet dans l'ordre qu'ils eussent occupé et obtint le résultat suivant, CDEHNOPRZ 237. « Fichtre », murmura-t-il. À première vue, cela ne signifie pas grand-chose. Pouvait-on, en mêlant ces lettres et en les employant toutes, former 1 ou 2 ou 3 mots complets? Sholmes le tenta vainement. Une seule solution s'imposait à lui, qui revenait sans cesse sous son crayon, et qui à la longue lui parut la véritable, aussi bien
parce qu'elle correspondait à la logique des faits que parce qu'elle s'accordait avec les circonstances générales. Étant donné que la page de l'album ne comportait qu'une seule fois chacune des lettres de l'alphabet, il était probable, il était certain, qu'on se trouvait en présence de mots incomplets et que ces mots avaient été complétés par des lettres empruntées à d'autres pages. Dans ces conditions, et sauf erreur, l'énigme se posait ainsi: repond.z.ch 237. Le premier mot était clair, répondez, un nœud manquant parce que la lettre E, déjà employée, n'était plus disponible. Quant au second mot inachevé, il formait indubitablement, avec le nombre 237, l'adresse que donnait l'expéditeur au destinataire de la lettre. On proposait d'abord de fixer le jour au samedi et l'on demandait une réponse à l'adresse CH 237. Ou bien CH 237 était une formule de poste restante, ou bien les lettres CH faisaient partie d'un mot incomplet. Scholz feuilleta l'album. Aucune autre découpure n'avait été effectuée dans les pages suivantes. Il fallait donc, jusqu'à nouvel ordre, s'en tenir à l'explication trouvée. « C'est amusant, n'est-ce pas ?» Henriette était revenue. Il répondit: « Si c'est amusant, seulement tu n'as pas d'autres papiers? Ou bien des mots déjà découpés que je pourrais coller? » « Des papiers? Non. Et puis mademoiselle ne serait pas contente. »« Mademoiselle? Oui, elle m'a déjà grondé. Pourquoi? Parce que je vous ai dit des choses, et qu'elle dit qu'on ne doit jamais dire des choses sur ceux qu'on aime bien. » Tu as absolument raison. Henriette sembla ravie de l'approbation, tellement ravie qu'elle tira d'un menu sac de toile, épinglé à sa robe, quelques loques, 3 boutons, 2 morceaux de sucre et finalement un carré de papier qu'elle tendit à Scholz. « Tiens, je te le donne tout de même. C'est un numéro de fiacre, le 8279. » D'où vient-il, ce numéro? Il est tombé de son porte-monnaie. Quand? Dimanche, à la messe, quand elle prenait des sous pour la quête. Parfait. Et maintenant je vais te donner le moyen de n'être pas grondé. Ne dis pas à mademoiselle que tu m'as vu. Scholz s'en alla trouver M. d'Imblevalle et nettement l'interrogea sur mademoiselle. Le baron eut un haut-le-corps. Alice demain? Est-ce que vous penseriez? C'est impossible. Depuis combien de temps est-elle à votre service? 1 an seulement. Mais je ne connais pas de personne plus tranquille et en qui j'ai plus de confiance. Comment se fait-il que je ne l'ai pas encore aperçue? Elle s'est absentée 2 jours. Et actuellement, dès son retour, elle a voulu s'installer au chevet de votre amie. Elle a toutes les qualités de la garde-malade, douce, prévenante. M. Wilson en paraît enchanté. Ah, fit Scholz, qui avait complètement négligé de prendre des nouvelles du vieux camarade. Il réfléchit et s'informa. Et le dimanche matin, est-elle sortie? Le lendemain du vol? Oui. Le baron appela sa femme et lui posa la question. Elle répondit: « Mademoiselle est partie comme à l'ordinaire pour aller à la messe de 11 heures avec les enfants. Mais auparavant? » Auparavant? Non. Ou plutôt, mais j'étais si bouleversé par ce vol. Cependant, je me souviens qu'elle m'avait demandé la veille l'autorisation de sortir le dimanche matin, pour voir une cousine de passage à Paris, je crois. Mais je ne suppose pas que vous la soupçonniez. Certes, non. Cependant, je voudrais la voir. Il monta jusqu'à la chambre de Wilson. Une femme, vêtue comme les infirmières, d'une longue robe de toile grise, était courbée sur le malade et lui donnait à boire. Quand elle se tourna, Scholz reconnut la jeune fille qu'il avait abordée devant la gare du Nord. Il n'y eut pas entre eux la moindre explication. Alice Demun sourit doucement, de ses yeux charmants et graves, sans aucun embarras. L'anglais voulut parler, ébaucha quelques syllabes et se tut. Alors elle reprit sa besogne, évolua paisiblement sous le regard étonné de Scholz, remua des flacons, déroula et roula des bandes de toile et de nouveau lui adressa son clair sourire. Il pivota sur ses talons, redescendit, avisa dans la cour l'automobile de M. d'Imblevalle, s'y installa et se fit mener à Levallois, au dépôt de voiture dont l'adresse était marquée sur le bulletin de fiacre livré par l'enfant. Le cocher du pré, qui conduisait le 82-79 dans la matinée du dimanche, n'étant pas là, il renvoya l'automobile et attendit jusqu'à l'heure du relais. Le cocher du pré raconta qu'il avait en effet chargé une dame aux environs du parc Monceau, une jeune dame en noir qui avait une grosse violette et qui paraissait très agitée. Elle portait un paquet, oui, un paquet assez long, et vous l'avez menée, avenue des Ternes, au coin de la place Saint-Ferdinand.
Elle y est restée une dizaine de minutes et puis on s'en est retourné au parc Monceau. Vous reconnaîtriez la maison de l'avenue des Ternes? Parbleu. Faut-il vous y conduire? Tout à l'heure. Conduisez-moi d'abord au 36 quai des Orfèvres. À la préfecture de police, il eut la chance de rencontrer aussitôt l'inspecteur principal Ganimard. « Monsieur Ganimard, vous êtes libre ?»« S'il s'agit de Lupin, non. »« Il s'agit de Lupin. Alors je ne bouge pas. »« Comment? Vous renoncez ?»« Je renonce à l'impossible. Je suis là d'une lutte inégale, où nous sommes sûrs d'avoir le dessous. C'est lâche, c'est absurde, tout ce que vous voudrez, je m'en moque. Lupin est plus fort que nous. Par conséquent, il n'y a qu'à s'incliner. Je ne m'incline pas. Il vous inclinera, vous comme les autres. Eh bien, c'est un spectacle qui ne peut manquer de vous faire plaisir. Ah, ça c'est vrai, dit Ganimard ingénument. Et puisque vous n'avez pas votre compte de coups de bâton, allons-y. Tous deux montèrent dans le fiacre. Sur leur ordre, le cocher les arrêta un peu avant la maison et de l'autre côté de l'avenue, devant un petit café à la terrasse duquel ils s'assirent entre des lauriers et des fusains. Le jour commençait à baisser. « Garçon, » fit Sholmes, « de quoi écrire ?» Il écrivit, et rappelant le garçon, « Portez cette lettre au concierge de la maison qui est en face. C'est évidemment l'homme en casquette qui fume sous la porte cochère. » Le concierge accourut, et Ganimard, ayant décliné son titre d'inspecteur principal, Sholmes demanda si, le matin du dimanche, il était venu une jeune dame en noir. « En noir? Oui, vers 9 heures, celle qui monte au second. »« Vous la voyez souvent? »« Non, mais depuis quelque temps, davantage. La dernière quinzaine, presque tous les jours. Et depuis dimanche, une fois seulement, sans compter aujourd'hui. »« Comment? Elle est venue? Elle est là? Elle est là? » ?»« Voilà bien 10 minutes. Sa voiture attend sur la place Saint-Ferdinand, comme d'habitude. Elle, je l'ai croisée sous la porte. »« Et quel est ce locataire du second? »« Il y en a deux, une modiste, mademoiselle Langeais, et un monsieur qui a loué 2 chambres meublées depuis un mois, sous le nom de Bresson. »« Pourquoi dites-vous sous le nom? » Une idée à moi que c'est un nom d'emprunt. Ma femme fait son ménage. Eh bien, il n'a pas 2 chemises avec les mêmes initiales. Comment vit-il? Oh, dehors presque. Des 3 jours, il ne rentre pas chez lui. Est-il rentré dans la nuit de samedi à dimanche? Dans la nuit de samedi à dimanche? Écoutez voir que je réfléchisse. Oui, samedi soir, il est rentré et il n'a pas bougé. Et quelle sorte d'homme est-ce? Ma foi, je ne saurais dire. Il est si changeant. Il est grand, il est petit, il est gros, il est fluet, brun, blond. Je ne le reconnais toujours pas. Ganimard et Sholmes se regardèrent. « C'est lui, » murmura l'inspecteur. « C'est bien lui. » Il y eut vraiment chez le vieux policier un instant de trouble qui se traduisit par un bâillement et par une crispation de ses 2 poings. Sholmes aussi, bien que plus maître de lui, sentit une étreinte au cœur. « Attention, » dit le concierge, « voici la jeune fille. » Mademoiselle, en effet, apparaissait au seuil de la porte et traversait la place. Et voici M. Bresson. M. Bresson, lequel? Celui qui porte un paquet sous le bras. Mais il ne s'occupe pas de la jeune fille, elle regagne seule sa voiture. Ah, ça, je ne les ai jamais vus ensemble. Les 2 policiers s'étaient levés précipitamment. À la lueur des réverbères, ils reconnurent la silhouette de Lupin qui s'éloignait dans une direction opposée à la place. « Qui préférez-vous suivre » demanda Ganimard. « Lui, parbleu, c'est le gros gibier. »« Alors moi, je file la demoiselle » proposa Ganimard. « Non, non » dit vivement l'Anglais, qui ne voulait rien dévoiler de l'affaire à Ganimard. « La demoiselle, je sais où la retrouver. Ne me quittez pas. » À distance, et en utilisant l'abri momentané des passants et des kiosques, ils se mirent à la poursuite de Lupin. Poursuite facile d'ailleurs, car il ne se retournait pas et marchait rapidement, avec une légère claudication de la jambe droite, si légère qu'il fallait l'œil exercé d'un observateur pour l'apercevoir. Ganimard dit « Il fait semblant de boiter. » Et il reprit « Ah, si l'on pouvait ramasser 2 ou 3 agents et sauter sur notre individu, nous risquons de le perdre. » Mais aucun agent ne se montra avant la porte des Ternes, et les fortifications franchies, il ne devait plus escompter le moindre secours. « Séparons-nous, » dit Sholmes, « l'endroit est désert. » C'était le boulevard Victor Hugo. Chacun prit un trottoir et s'avança selon la ligne des arbres. Ils allèrent ainsi pendant 20 minutes jusqu'au moment où Lupin tourna sur la gauche et longea la Seine. Là, ils aperçurent Lupin qui descendait au bord du fleuve. Il y resta quelques secondes, sans qu'il leur fût possible de distinguer ses gestes.
Puis il remonta la berge et revint sur ses pas. Ils se collèrent contre les piliers d'une grille. Lupin passa devant eux. Il n'avait plus de paquet. Et comme il s'éloignait, un autre individu se détacha d'une encoignure de maison et se glissa entre les arbres. Sholmes dit à voix basse : « Il a l'air de le suivre aussi, celui-là. » « Oui, il m'a semblé déjà le voir en allant. » La chasse recommença, mais compliquée par la présence de cet individu. Lupin reprit le même chemin, traversa de nouveau la porte des Ternes et rentra dans la maison de la place Saint-Ferdinand. Le concierge fermait lorsque Ganimard se présenta. « Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?»« Oui, j'éteignais le gaz de l'escalier, il a poussé le verrou de sa porte. Il n'y a personne avec lui ? » ?»« Personne, aucun domestique. Il ne mange jamais ici. »« Il n'existe pas d'escalier de service ? » ?»« Non. » Ganimard dit à Sholmes : « Le plus simple est que je m'installe à la porte même de Lupin, tandis que vous allez chercher le commissaire de police de la rue de Mours. Je vais vous donner un mot. » Sholmes objecta. « Et s'il s'échappe pendant ce temps, puisque je reste ? » « 1 contre 1, la lutte est inégale avec lui. »« Je ne puis pourtant pas forcer son domicile, je n'en ai pas le droit, la nuit surtout. » Sholmes haussa les épaules. « Quand vous aurez arrêté Lupin, on ne vous chicanera pas sur les conditions de l'arrestation. D'ailleurs, quoi, il s'agit tout au plus de sonner. Nous verrons alors ce qui se passera. » Ils montèrent. Une porte à 2 battants s'offrait à gauche du palier. Ganimard sonna. Aucun bruit. Il sonna de nouveau. Personne. « Entrons, » murmura Sholmes. « Oui, allons-y. » Pourtant ils demeurèrent immobiles, l'air irrésolu. Comme des gens qui hésitent au moment d'accomplir un acte décisif, ils redoutaient d'agir. Et il leur semblait soudain impossible qu'Arsène Lupin fût là, si près d'eux, derrière cette cloison fragile qu'un coup de poing pouvait abattre. L'un et l'autre, ils le connaissaient trop, le diabolique personnage, pour admettre qu'il se laissât pincer aussi stupidement. Non, non, 1000 fois non, il n'était plus là. Par les maisons contiguës, par les toits, par telle issue convenablement préparée, il avait dû s'évader, et une fois de plus, c'est l'ombre seule de Lupin qu'on allait étreindre. Ils frissonnèrent. Un bruit imperceptible qui venait de l'autre côté de la porte avait comme effleuré le silence, et ils eurent l'impression, la certitude, que tout de même il était là, séparé d'eux par la mince cloison de bois, et qu'il les écoutait, qu'il les entendait. Que faire ? La situation était tragique. Malgré leur sang-froid de vieux routiers de police, une telle émotion les bouleversait qu'ils s'imaginaient percevoir les battements de leur cœur. Du coin de l'œil, Ganimard consulta Sholmes, puis violemment, de son poing, il ébranla le battant de la porte. Un bruit de pas, maintenant, un bruit qui ne cherchait plus à se dissimuler. Ganimard secoua la porte. D'un élan irrésistible, Sholmes, l'épaule en avant, l'abattit, et tous deux se ruèrent à l'assaut. Ils s'arrêtèrent net. Un coup de feu avait retenti dans la pièce voisine, un autre encore, et le bruit d'un corps qui tombait. Quand ils entrèrent, ils virent l'homme étendu, la face contre le marbre de la cheminée. Il eut une convulsion, son revolver glissa de sa main. Ganimard se pencha et tourna la tête du mort. Du sang la couvrait, qui giclait de 2 larges blessures, l'une à la joue et l'autre à la tempe. « Il est méconnaissable, » murmura-t-il. « Parbleu, » fit Sholmes, « ce n'est pas lui. »« Comment le savez-vous ? Vous ne l'avez même pas examiné. » L'Anglais ricana. « Pensez-vous donc qu'Arsène Lupin est homme à se tuer ? Pourtant nous avions bien cru le reconnaître dehors. Nous avions cru, parce que nous voulions croire. Cet homme nous obsède. Alors c'est un de ses complices. Les complices d'Arsène Lupin ne se tuent pas. Alors qui est-ce ? Ils fouillèrent le cadavre. Dans une poche, Herlock Sholmes trouva un portefeuille vide. Dans une autre, Ganimard trouva quelques louis. Au linge, point de marque, aux vêtements non plus. Dans les malles, une grosse malle et 2 valises, rien que des effets. Sur la cheminée, un paquet de journaux. Ganimard les déplia. Tous parlaient du vol de la lampe juive. 1 heure après, lorsque Ganimard et Sholmes se retirèrent, ils n'en savaient pas plus sur le singulier personnage que leur intervention avait acculé au suicide. Qui était-ce ? Pourquoi s'était-il tué ? Par quel lien se rattachait-il à l'affaire de la lampe juive ? Qui l'avait filé au cours de sa promenade ? Autant de questions aussi complexes les unes que les autres, autant de mystères. Herlock Sholmes se coucha de fort mauvaise humeur. À son réveil, il reçut un pneumatique ainsi conçu. « Arsène Lupin a l'honneur de vous faire part de son tragique décès
en la personne du sieur Bresson, et vous prie d'assister à ces convois, services et enterrements qui auront lieu aux frais de l'État jeudi le 25 juin. Chapitre 2. Voyez-vous, mon vieux camarade, disait Sholmes à Wilson, en brandissant le pneumatique d'Arsène Lupin, ce qui m'exaspère dans cette aventure, c'est de sentir continuellement poser sur moi l'œil de ce satané gentleman. Aucune de mes pensées les plus secrètes ne lui échappe. J'agis comme un acteur dont tous les pas sont réglés par une mise en scène rigoureuse. Qui va là et qui dit cela, parce que le voulut ainsi une volonté supérieure. Comprenez-vous, Wilson? Wilson eût certainement compris s'il n'avait dormi le profond sommeil d'un homme dont la température varie entre 40 et 41 degrés. Mais qu'il l'entendît ou non, cela n'avait aucune importance pour Sholmes, qui continuait. Il me faut faire appel à toute mon énergie et mettre en œuvre toutes mes ressources pour ne pas me décourager. Heureusement qu'avec moi, ces petites taquineries sont autant de coups d'épingle qui me stimulent. Le feu de la piqûre apaisé, la plaie d'amour-propre refermée, j'en arrive toujours à dire « Amuse-toi bien, mon bonhomme, un moment ou l'autre, c'est toi-même qui te trahiras. » Car enfin, Wilson, n'est-ce pas Lupin qui, par sa première dépêche, et par la réflexion qu'elle a suggérée à la petite Henriette, n'est-ce pas lui qui m'a livré le secret de sa correspondance avec Alice Demain? Vous oubliez ce détail, vieux camarade. Il déambulait dans la chambre, à pas sonores, au risque de réveiller le vieux camarade. Enfin, ça ne va pas trop mal. Et si les chemins que je suis sont un peu obscurs, je commence à m'y retrouver. Tout d'abord, je vais être fixé sur le sieur Bresson. Ganimard et moi, nous avons rendez-vous au bord de la Seine, à l'endroit où Bresson a jeté son paquet, et le rôle du monsieur nous sera connu. Pour le reste, c'est une partie à jouer entre Alice Demain et moi. L'adversaire est demain sans vergure, hein, Wilson? Et ne pensez-vous pas qu'avant peu je saurai la phrase de l'album, et ce que signifie ces deux lettres isolées, ce C et ce H, car tout est là, Wilson. Mademoiselle entra au même instant, et apercevant Sholmes qui gesticulait, elle lui dit gentiment « Monsieur Sholmes, je vais vous gronder si vous réveillez mon malade. Ce n'est pas bien à vous de le déranger. Le docteur exige une tranquillité absolue. » Il la contemplait sans un mot, étonné comme au premier jour de son calme inexplicable. « Qu'avez-vous à me regarder, monsieur Sholmes? Rien? Mais si, vous semblez toujours avoir une arrière-pensée. Laquelle? Répondez, je vous en prie. » Elle l'interrogeait de tout son clair visage, de ses yeux ingénus, de sa bouche qui souriait, et de toute son attitude aussi, de ses mains jointes, de son buste légèrement penché en avant. Et il y avait tant de candeur en elle que l'Anglais en éprouva de la colère. Il s'approcha et lui dit à voix basse « Bresson s'est tué hier soir. » Elle répéta sans avoir l'air de comprendre « Bresson s'est tué hier. » En vérité, aucune contraction n'altéra son visage, rien qui révélât l'effort du mensonge. « Vous étiez prévenu, » lui dit-il avec irritation, « sinon vous auriez au moins tressailli. Ah, vous êtes plus forte que je ne croyais. Mais pourquoi dissimuler ?» Il saisit l'album à images qu'il venait de déposer sur une table voisine et l'ouvrant à la page découpée. « Pourriez-vous me dire dans quel ordre on doit disposer les lettres qui manquent ici, pour connaître la teneur exacte du billet que vous avez envoyé à Bresson 4 jours avant le vol de la lampe juive ?»« Dans quel ordre? Bresson, le vol de la lampe juive. » Elle redisait les mots, lentement, comme pour en dégager le sens. Il insista. « Oui, voici les lettres employées sur ce bout de papier. Que disiez-vous à Bresson? » Les lettres employées, ce que je disais. Soudain, il éclata de rire. « Ça y est, je comprends. Je suis la complice du vol. Il y a un monsieur Bresson qui a pris la lampe juive et qui s'est tué. Et moi, je suis l'ami de ce monsieur. Oh, que c'est amusant. » « Qui donc avez-vous été voir hier dans la soirée au second étage d'une maison de l'avenue des Ternes? »« Qui? Mais ma modiste, mademoiselle Langeais. Est-ce que ma modiste et mon ami monsieur Bresson ne feraient qu'une seule et même personne ?» Malgré tout, Sholmes douta. On peut feindre, de manière à donner le change, la terreur, la joie, l'inquiétude, tous les sentiments, mais non point l'indifférence, non point le rire heureux et insouciant. Cependant, il lui dit encore « Un dernier mot. Pourquoi l'autre soir, à la gare du Nord, m'avez-vous abordé? Et pourquoi m'avez-vous supplié de repartir immédiatement sans m'occuper de ce vol? »« Ah, vous êtes trop curieux, monsieur Sholmes, » répondit-elle en riant toujours, de la façon la plus naturelle. «
Pour votre punition, vous ne saurez rien, et en outre, vous garderez le malade, pendant que je vais chez le pharmacien. Une ordonnance pressée, je me sauve. » Elle sortit. « Je suis roulé, » murmura Sholmes. « Non seulement je n'ai rien tiré d'elle, mais c'est moi qui me suis découvert. » Et il se rappelait l'affaire du diamant bleu, et l'interrogatoire qu'il avait fait subir à Clotilde d'Estanges. N'était-ce pas la même sérénité que la dame blonde lui avait opposée? Et ne se trouvait-il pas de nouveau en face d'un de ces êtres qui, protégés par Arsène Lupin, sous l'action directe de son influence, gardaient dans l'angoisse même du danger le calme le plus stupéfiant? « Sholmes, Sholmes !» Il s'approcha de Wilson qui l'appelait et s'inclina vers lui. « Qu'y a-t-il, vieux camarade? On souffre ?» Wilson remua les lèvres sans pouvoir parler. Enfin, après de grands efforts, il bégaya. « Non, Sholmes, ce n'est pas elle. Il est impossible que ce soit elle. Qu'est-ce que vous me chantez là? Je vous dis que c'est elle, moi. Il n'y a qu'en face d'une créature de Lupin, dressée et remontée par lui, que je perds la tête et que j'agis aussi sottement. La voilà maintenant qui connaît toute l'histoire de l'album. Je vous parie qu'avant 1 heure, Lupin sera prévenu. Avant 1 heure? Que dis-je? Mais tout de suite, le pharmacien, l'ordonnance pressée, des blagues. » Il s'esquiva rapidement, descendit l'avenue de Messine et avisa mademoiselle qui entrait dans une pharmacie. Elle reparut, 10 minutes plus tard, avec des flacons et une bouteille enveloppée de papier blanc. Mais alors qu'elle remontait l'avenue, elle fut accostée par un homme qui la poursuivit, la casquette à la main et l'air obséquieux, comme s'il demandait la charité. Elle s'arrêta et lui fit l'aumône, puis reprit son chemin. « Elle lui a parlé, » se dit l'Anglais. Plutôt qu'une certitude, ce fut une intuition assez forte cependant pour qu'il changeât de tactique. Abandonnant la jeune fille, il se lança sur la piste du faux mendiant. Ils arrivèrent ainsi, l'un derrière l'autre, à la place Saint-Ferdinand, et l'homméra longtemps autour de la maison de Bresson, levant parfois les yeux aux fenêtres du second étage et surveillant les gens qui pénétraient dans la maison. Au bout d'1 heure, il monta sur l'impériale d'un tramway qui se dirigeait vers Neuilly. Sholmes y monta également et s'assit derrière l'individu un peu plus loin et à côté d'un monsieur que dissimulaient les feuilles ouvertes de son journal. Aux fortifications, le journal s'abaissa, Sholmes aperçut Ganimard, et Ganimard lui dit à l'oreille en désignant l'individu « C'est notre homme d'hier soir, celui qui suivait Bresson. Il y a 1 heure qu'il vagabonde sur la place. »« Rien de nouveau pour Bresson ?» demanda Sholmes. « Si, une lettre qui est arrivée ce matin à son adresse. »« Ce matin? Donc elle a été mise à la postière, avant que l'expéditeur ne sache la mort de Bresson. »« Précisément. Elle est entre les mains du juge d'instruction, mais j'en ai retenu les termes. Il n'accepte aucune transaction. Il veut tout, la première chose aussi bien que celle de la seconde affaire, sinon il agit. »« Et pas de signature, » ajouta Ganimard. « Comme vous voyez, ces quelques lignes ne nous serviront guère. »« Je ne suis pas du tout de votre avis, monsieur Ganimard. Ces quelques lignes me semblent au contraire fort intéressantes. Et pourquoi, mon Dieu? Pour des raisons qui me sont personnelles, » répondit Sholmes avec le sans-gêne dont il usait envers son collègue. Le tramway s'arrêta rue du Château au point terminus. L'individu descendit et s'en alla paisiblement. Sholmes l'escortait, et de si près que Ganimard s'en effraya. « S'il se retourne, nous sommes brûlés. Il ne se retournera pas maintenant. Qu'en savez-vous? C'est un complice d'Arsène Lupin. Et le fait qu'un complice de Lupin s'en va ainsi les mains dans ses poches prouve d'abord qu'il se sait suivi et en second lieu qu'il ne craint rien. Pourtant nous le serrons d'assez près. Pas assez pour qu'il ne puisse nous glisser entre les doigts avant 1 minute. Il est trop sûr de lui. Voyons, vous me faites poser. Il y a là-bas, à la porte de ce café, 2 agents cyclistes. Si je décide de les requérir et d'aborder le personnage, je me demande comment il nous glissera entre les doigts. Le personnage ne paraît pas s'émouvoir beaucoup de cette éventualité. C'est lui-même qui les requiert. Nom d'un chien, proféra Ganimard. Il a de l'aplomb. L'individu, en effet, s'était avancé vers les 2 agents au moment où ceux-ci se disposaient à enfourcher leur bicyclette. Il leur dit quelques mots, puis soudain sauta sur une 3e bicyclette qui était appuyée contre le mur du café et s'éloigna rapidement avec les 2 agents. L'Anglais s'esclaffa. « 1, l'avais-je prévu? 1, 2, 3, enlevé. Et par qui? Par 2 de vos collègues, monsieur Ganimard. Ah, il se met bien, Arsène Lupin. Des agents cyclistes à sa solde.
quand je vous disais que notre personnage était beaucoup trop calme. »« Alors quoi ?» s'écria Ganimard, vexé. « Que fallait-il faire? C'est très commode de rire. Allons, allons, ne vous fâchez pas, on se vengera. Pour le moment, il nous faut du renfort. Folenfant m'attend au bout de l'avenue de Neuilly. Eh bien, prenez-le au passage et venez me rejoindre. » Ganimard s'éloigna, tandis que Sholmes suivait les traces des bicyclettes, d'autant plus visibles sur la poussière de la route que deux des machines étaient munies de pneumatiques striés. Et il s'aperçut bientôt que ces traces le conduisaient au bord de la Seine, et que les trois hommes avaient tourné du même côté que Bresson la veille au soir. Il parvint ainsi à la grille contre laquelle lui-même s'était caché avec Ganimard, et un peu plus loin, il constata un emmêlement des lignes striées qui lui prouva qu'on avait fait halte à cet endroit. Juste en face, il y avait une petite langue de terrain qui pointait dans la Seine et à l'extrémité de laquelle une vieille barque était amarrée. C'est là que Bresson avait dû jeter son paquet, ou plutôt qu'il l'avait laissé tomber. Sholmes descendit le talus et vit que, la berge s'abaissant en pente très douce et l'eau du fleuve étant basse, il lui serait facile de retrouver le paquet, à moins que les trois hommes n'eussent pris les devants. Non, non, se dit-il, ils n'ont pas eu le temps. Un quart d'heure tout au plus. Et cependant, pourquoi ont-ils passé par là? Un pêcheur était assis dans la barque. Sholmes lui demanda « Vous n'avez pas aperçu trois hommes à bicyclette ?» Le pêcheur fit signe que non. L'Anglais insista. « Mais si, trois hommes, ils viennent de s'arrêter à 2 pas de vous. » Le pêcheur mit sa ligne sous son bras, sortit de sa poche un carnet, écrivit sur une des pages, la déchira, et la tendit à Sholmes. Un grand frisson secoua l'Anglais. D'un coup d'œil, il avait vu au milieu de la page qu'il tenait à la main la série des lettres déchirées de l'album. CDE HNO PRZEO 237. Un lourd soleil pesait sur la rivière. L'homme avait repris sa besogne, abrité sous la vaste cloche d'un chapeau de paille, sa veste et son gilet pliés à côté de lui. Il pêchait attentivement, tandis que le bouchon de sa ligne flottait au fil de l'eau. Il s'écoula bien une minute de solennel et terrible silence. « Est-ce lui ?» pensait Sholmes avec une anxiété presque douloureuse. Et la vérité l'éclairant, c'est lui seul est capable de rester ainsi sans un frémissement d'inquiétude, sans rien craindre de ce qui va se passer. Et quel autre saurait cette histoire de l'album? Alice l'a prévenu par son messager. Tout à coup l'Anglais sentit que sa propre main avait saisi la crosse de son revolver, et que ses yeux se fixaient sur le dos de l'individu un peu au-dessous de la nuque. Un geste, et tout le drame se dénouait. La vie de l'étrange aventurier se terminait misérablement. Le pêcheur ne bougea pas. Sholmes serra nerveusement son arme avec l'envie farouche de tirer et d'en finir, et l'horreur en même temps d'un acte qui déplaisait à sa nature. La mort était certaine, ça serait fini. Ah, pensa-t-il, qu'il se lève, qu'il se défende, sinon tant pis pour lui. Une seconde encore, et je tire. Mais un bruit de pas lui ayant fait tourner la tête, il avisa Ganimard qui s'emmenait en compagnie des inspecteurs. Alors, changeant d'idée, il prit son élan, d'un bond sauta dans la barque dont l'amarre se cassa sous la poussée trop forte, tomba sur l'homme et l'étreignit à bras-le-corps. Ils roulèrent tous deux au fond du bateau. « Et après ?» s'écria Lupin tout en se débattant. « Qu'est-ce que cela prouve ? Quand l'un de nous aura réduit l'autre à l'impuissance, il sera bien avancé. Vous ne saurez pas quoi faire de moi, ni moi de vous. On restera là comme deux imbéciles. » Les deux rames glissèrent à l'eau. La barque s'enfuit à la dérive. Des exclamations s'entrecroisaient le long de la berge et Lupin continuait. « Que d'histoire, Seigneur! Vous avez donc perdu la notion des choses, de pareilles bêtises à votre âge, et un grand garçon comme vous? Fixe vilain !» Il réussit à se dégager. Exaspéré, résolu à tout, Herlock Sholmes mit la main à sa poche. Il poussa un juron, Lupin lui avait pris son revolver. Alors il se jeta à genoux et tâcha de rattraper un des avirons afin de gagner le bord, tandis que Lupin s'acharnait après l'autre afin de gagner le large. « L'aura pas, disait Lupin. D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Si vous avez votre rame, je vous empêche de vous en servir, et vous de même. Mais voilà, dans la vie, on s'efforce d'agir, sans la moindre raison, puisque c'est toujours le sort qui décide. Tenez, vous voyez le sort, eh bien, il se décide pour son vieux Lupin. Victoire, le courant me favorise. » Le bateau, en effet, tendait à s'éloigner. « Garde à vous !» cria Lupin. Quelqu'un sur la rive braquait un revolver,
Il baissa la tête, une détonation retentit, un peu d'eau jaillit auprès d'eux, Lupin éclata de rire. « Dieu me pardonne, c'est l'ami Ganimard. Mais c'est très mal ce que vous faites là, Ganimard. Vous n'avez le droit de tirer qu'en cas de légitime défense. Ce pauvre Arsène vous rend donc féroce au point d'oublier tous vos devoirs. Allons bon, le voilà qui recommence. Mais malheureux, c'est mon cher maître que vous allez frapper. » Il fit à Sholmes un rempart de son corps, et debout dans la barque, face à Ganimard. « Bien, maintenant je suis tranquille. Visez là, Ganimard, en plein cœur. Plus haut, à gauche. C'est raté. Fichu maladroit. Encore un coup. Mais vous tremblez, Ganimard. Au commandement, n'est-ce pas? Et du sang-froid. 1, 2, 3, feu. Raté. Sacrebleu. Le gouvernement vous donne donc des joujoux d'enfant comme pistolet. Il exhiba un long revolver, massif et plat, et sans viser, tira. L'inspecteur porta la main à son chapeau, une balle l'avait troué. « Qu'en dites-vous, Ganimard ?»« Ah, cela vient d'une bonne fabrique. »« Saluez, messieurs, c'est le revolver de mon noble ami, maître Herlock Sholmes. » Et d'un tour de bras, il lança l'arme au pied même de Ganimard. Sholmes ne pouvait s'empêcher de sourire et d'admirer. Quel débordement de vie, quelle allégresse jeune et spontanée, et comme il paraissait se divertir. On eût dit que la sensation du péril lui causait une joie physique, et que l'existence n'avait pas d'autre but pour cet homme extraordinaire que la recherche de dangers qu'il s'amusait ensuite à conjurer. De chaque côté du fleuve, cependant, des gens se massaient, et Ganimard et ses hommes suivaient l'embarcation qui se balançait au large, très doucement entraînée par le courant. C'était la capture inévitable, mathématique. « Avouez, maître, » s'écria Lupin en se retournant vers l'Anglais, « que vous ne donneriez pas votre place pour tout l'or du Transvaal. C'est que vous êtes au premier rang des fauteuils. Mais d'abord et avant tout, le prologue. Après quoi, nous sauterons d'un coup au 5e acte, la capture ou l'évasion d'Arsène Lupin. Donc, mon cher maître, j'ai une question à vous poser, et je vous supplie, afin qu'il n'y ait pas d'équivoque, d'y répondre par un oui ou un non. Renoncez à vous occuper de cette affaire, il en est encore temps, et je puis réparer le mal que vous avez fait. Plus tard, je ne le pourrai plus. Est-ce convenu? Non. » La figure de Lupin se contracta. Visiblement, cette obstination l'irritait. Il reprit. « J'insiste. Pour vous, encore plus que pour moi, j'insiste, certain que vous serez le premier à regretter votre intervention. Une dernière fois, oui ou non? Non. » Lupin s'accroupit, déplaça une des planches du fond, et durant quelques minutes exécuta un travail dont Sholmes ne put discerner la nature. Puis il se releva, s'assit auprès de l'Anglais et lui tint ce langage. « Je crois, maître, que nous sommes venus au bord de cette rivière pour des raisons identiques, repêcher l'objet dont Bresson s'est débarrassé. Pour ma part, j'avais donné rendez-vous à quelques camarades, et j'étais sur le point, mon costume sommaire l'indique, d'effectuer une petite exploration dans les profondeurs de la Seine, quand mes amis m'ont annoncé votre approche. Je vous confesse d'ailleurs que je n'en fus pas surpris, étant prévenu heure par heure, j'ose le dire, des progrès de votre enquête. C'est si facile. Dès qu'il se passe, rue Murillo, la moindre chose susceptible de m'intéresser, vite, un coup de téléphone, et je suis averti. Vous comprendrez que, dans ces conditions... » Il s'arrêta. La planche qu'il avait écartée se soulevait maintenant, et tout autour de l'eau filtrait par petits jets. Diable, j'ignore comment j'ai procédé, mais j'ai tout lieu de penser qu'il y a une voie d'eau au fond de cette vieille embarcation. Vous n'avez pas peur, maître? Sholmes haussa les épaules. Lupin continua. Vous comprendrez donc que dans ces conditions, et sachant par avance que vous rechercheriez le combat d'autant plus ardemment que je m'efforçais moi de l'éviter, il m'était plutôt agréable d'engager avec vous une partie dont l'issue est certaine, puisque j'ai tous les atouts en main. Et j'ai voulu donner à notre rencontre le plus d'éclat possible, afin que votre défaite fût universellement connue et qu'une autre comtesse de Crozon ou un autre baron d'Imbleval ne fussent pas tentés de solliciter votre secours contre moi. Ne voyez là d'ailleurs, mon cher maître, il s'interrompit de nouveau, et se servant de ses mains à demi fermées comme de lorgnettes, il observa les rives. Bigre, ils ont frété un superbe canot, un vrai navire de guerre, et les voilà qui font force rames. Avant 5 minutes, ce sera l'abordage, et je suis perdu. Monsieur Sholmes, un conseil. Vous vous jetez sur moi, vous me ficelez et vous me livrez à la justice de mon pays. Ce programme vous plaît-il?
À moins que d'ici là nous n'ayons fait naufrage. Auquel cas il ne nous resterait plus qu'à préparer notre testament, qu'en pensez-vous? Leurs regards se croisèrent. Cette fois Sholmes s'expliqua la manœuvre de Lupin. Il avait percé le fond de la barque, et l'eau montait. Elle gagna les semelles de leurs bottines. Elle recouvrit leurs pieds. Ils ne firent pas un mouvement. Elle dépassa leurs chevilles. L'Anglais saisit sa blague à tabac, roula une cigarette et l'alluma. Lupin poursuivit. « Et ne voyez là, mon cher maître, que l'humble aveu de mon impuissance à votre égard. C'est m'incliner devant vous que d'accepter les seules batailles où la victoire me soit acquise, afin d'éviter celles dont je n'aurais pas choisi le terrain. C'est reconnaître que Sholmes est l'unique ennemi que je craigne, et proclamer mon inquiétude tant que Sholmes ne sera pas écarté de ma route. Voilà, mon cher maître, ce que je tenais à vous dire, puisque le destin m'accorde l'honneur d'une conversation avec vous. Je ne regrette qu'une chose, c'est que cette conversation ait lieu pendant que nous prenons un bain de pied. Situation qui manque de gravité, je le confesse. Et que dis-je, un bain de pied? Un bain de siège, plutôt. L'eau, en effet, parvenait au banc où ils étaient assis, et de plus en plus la barque s'enfonçait. Sholmes, imperturbable, la cigarette aux lèvres, semblait absorbé dans la contemplation du ciel. Pour rien au monde, en face de cet homme environné de périls, cerné par la foule, traqué par la meute des agents, et qui cependant gardait sa belle humeur, pour rien au monde, il n'eût consenti à montrer, lui, le plus léger signe d'agitation. Quoi? Avait-il l'air de dire tous deux, s'émeut-on pour de telles futilités? N'advient-il pas chaque jour que l'on se noie dans un fleuve? Est-ce là de ces événements qui méritent qu'on y prête attention? Et l'un bavardait et l'autre rêvassait, tous deux cachant sous un même masque d'insouciance le choc formidable de leurs deux orgueils. Une minute encore, et ils allaient couler. L'essentiel, formula Lupin, est de savoir si nous coulerons avant ou après l'arrivée des champions de la justice. Tout est là. Car pour la question du naufrage, elle ne se pose même plus. Maître, c'est l'heure solennelle du testament. Je lègue toute ma fortune à Herlock Sholmes, citoyen anglais, à charge pour lui. Mais, mon Dieu, qu'ils avancent vite, les champions de la justice. Ah, les braves gens, ils font plaisir à voir. Quelle précision dans le coup de rame. Tiens, mais c'est vous, brigadier Folenfant? Bravo. L'idée du navire de guerre est excellente. Je vous recommanderai à vos supérieurs, brigadier Folenfant. Est-ce la médaille que vous souhaitez? Entendu, c'est chose faite. Et votre camarade Dieuzy, où est-il donc? Sur la rive gauche, n'est-ce pas? Au milieu d'une centaine d'indigènes. De sorte que si j'échappe au naufrage, je suis recueilli à gauche par Dieuzy et ses indigènes, ou bien à droite par Ganimard et les populations de Neuilly. Fâcheux dilemme. Il y eut un remous, l'embarcation vira sur elle-même, et Sholmes dut s'accrocher à l'anneau des avirons. « Maître, dit Lupin, je vous supplie d'ôter votre veste. Vous serez plus à l'aise pour nager. Non? Vous refusez? Alors je remets la mienne. » Il enfila sa veste, la boutonna hermétiquement comme celle de Sholmes et soupira. « Quel rude homme vous faites, et qu'il est dommage que vous vous entêtiez dans une affaire, où vous donnez certes la mesure de vos moyens, mais si vainement. Vrai, vous gâchez votre beau génie. »« Monsieur Lupin, prononça Sholmes, sortant enfin de son mutisme, vous parlez beaucoup trop, et vous péchez souvent par excès de confiance et par légèreté. Le reproche est sévère. C'est ainsi que, sans le savoir, vous m'avez fourni il y a un instant le renseignement que je cherchais. Comment? Vous cherchiez un renseignement et vous ne me le disiez pas. Je n'ai besoin de personne. D'ici 3 heures, je donnerai le mot de l'énigme à monsieur et madame d'Imbleval. Voilà l'unique réponse. Il n'acheva pas sa phrase. La barque avait sombré d'un coup, les entraînant tous deux. Elle émergea aussitôt, retournée, la coque en l'air. Il y eut de grands cris sur les deux rives, puis un silence anxieux et soudain, de nouvelles exclamations, un des naufragés avait reparu. C'était Herlock Sholmes. Excellent nageur, il se dirigea à larges brassées vers le canot de Folenfant. « Hardi, monsieur Sholmes !» hurla le brigadier. « Nous y sommes. Ne faiblissez pas. On s'occupera de lui après. Nous le tenons. Allez, un petit effort, monsieur Sholmes. Prenez la corde. » L'Anglais saisit une corde qu'on lui tendait. Mais pendant qu'il se hissait à bord, une voix derrière lui l'interpella. « Le mot de l'énigme, mon cher maître. Parbleu oui, vous l'aurez. »
Je m'étonne même que vous ne l'ayez pas déjà. Et après, à quoi cela vous servira-t-il? C'est justement alors que la bataille sera perdue pour vous. » À cheval, sur la coque dont il venait d'escalader les parois tout en pérorant, confortablement installé maintenant, Arsène Lupin poursuivait son discours avec des gestes solennels, et comme s'il espérait convaincre son interlocuteur. « Comprenez-le bien, mon cher maître, il n'y a rien à faire, absolument rien. Vous vous trouvez dans la situation déplorable d'un monsieur... » Folenfant l'ajusta. « Rendez-vous, Lupin. Vous êtes un malotru, brigadier Folenfant. Vous m'avez coupé au milieu d'une phrase. Je disais donc... Rendez-vous, Lupin. Mais sacrebleu, brigadier Folenfant, on ne se rend que si l'on est en danger. Or, vous n'avez pas la prétention de croire que je cours le moindre danger. Pour la dernière fois, Lupin, je vous somme de vous rendre. Brigadier Folenfant, vous n'avez nullement l'intention de me tuer, tout au plus de me blesser, tellement vous avez peur que je m'échappe. Et si par hasard la blessure était mortelle, non, mais pensez à vos remords, malheureux, à votre vieillesse empoisonnée. Le coup parti, Lupin chancela, se cramponna un instant à l'épave, puis lâcha prise et disparut. Il était exactement 3 heures lorsque ces événements se produisirent. À 6 heures précises, ainsi qu'il l'avait annoncé, Herlock Sholmes, vêtu d'un pantalon trop court et d'un veston trop étroit qu'il avait emprunté à un aubergiste de Neuilly, coiffé d'une casquette et paré d'une chemise de flanelle à cordelière de soie, entra dans le boudoir de la rue Murillo, après avoir fait prévenir M. et Mme d'Imblevalle qu'il leur demandait un entretien. Ils le trouvèrent qui se promenait de long en large, et il leur parut si comique dans sa tenue bizarre qu'il dut réprimer une forte envie de rire. L'air pensif, le dos voûté, il marchait comme un automate, de la fenêtre à la porte, et de la porte à la fenêtre, faisant chaque fois le même nombre de pas, et pivotant chaque fois dans le même sens. Il s'arrêta, saisit un bibelot, l'examina machinalement, puis reprit sa promenade. Enfin, se plantant devant eux, il demanda « Mademoiselle est-elle ici ?»« Oui, dans le jardin, avec les enfants. »« Monsieur le baron, l'entretien que nous allons avoir étant définitif, je voudrais que mademoiselle demain y assistât. »« Est-ce que, décidément, ayez un peu de patience, monsieur. La vérité sortira clairement des faits que je vais exposer devant vous avec le plus de précision possible. »« Soit. Suzanne, veux-tu » Madame d'Imblevalle se leva et revint presque aussitôt, accompagnée d'Alice Demun. Mademoiselle, un peu plus pâle que de coutume, resta debout, appuyée contre une table et sans même demander la raison pour laquelle on l'avait appelée. Sholmes ne parut pas la voir, et se tournant brusquement vers M. d'Imblevalle, il articula d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Après plusieurs jours d'enquête, monsieur, et bien que certains événements aient modifié un instant ma manière de voir, je vous répéterai ce que je vous ai dit dès la première heure. La lampe juive a été volée par quelqu'un qui habite cet hôtel. Le nom du coupable, je le connais. Les preuves, celles que j'ai suffiront à le confondre. Il ne suffit pas qu'il soit confondu, il faut encore qu'il nous restitue la lampe juive, elle est en ma possession. Le collier d'opale, la tabatière, le collier d'opale, la tabatière, bref, tout ce qui vous fut dérobé la seconde fois est en ma possession. » Sholmes aimait ces coups de théâtre, et cette manière un peu sèche d'annoncer ses victoires. De fait, le baron et sa femme semblaient stupéfiés, et le considéraient avec une curiosité silencieuse qui était la meilleure des louanges. Il reprit ensuite par le menu le récit de ce qu'il avait fait durant ces 3 jours. Il dit la découverte de l'album, écrivit sur une feuille de papier la phrase formée par les lettres découpées, puis raconta l'expédition de Bresson au bord de la Seine et le suicide de l'aventurier, et enfin la lutte que lui, Sholmes, venait de soutenir contre Lupin, le naufrage de la barque et la disparition de Lupin. Quand il eut terminé, le baron dit à voix basse « Il ne vous reste plus qu'à nous révéler le nom du coupable. Qui donc accusez-vous » J'accuse la personne qui a découpé les lettres de cet alphabet et communiqué au moyen de ces lettres avec Arsène Lupin. Comment savez-vous que le correspondant de cette personne est Arsène Lupin? Par Lupin lui-même. Il tendit un bout de papier mouillé et froissé. C'était la page que Lupin avait arrachée de son carnet dans la barque et sur laquelle il avait inscrit la phrase. Et remarquez, nota Sholmes avec satisfaction, que rien ne l'obligeait à me donner cette feuille.
et par conséquent à se faire reconnaître, simple gaminerie de sa part et qui m'a renseigné. »« Qui vous a renseigné ?» dit le baron. « Je ne vois rien, cependant. » Sholmes repassa au crayon les lettres et les chiffres. CDEHNOPRZEO 237. « Eh bien ?» fit M. d'Imbleval. « C'est la formule que vous venez de nous montrer vous-même ?»« Non. Si vous aviez tourné et retourné cette formule dans tous les sens, vous auriez vu, du premier coup d'œil, comme je l'ai vu, qu'elle n'est pas semblable à la première. »« En quoi donc ? » ?»« Elle comprend 2 lettres de plus, un E et un O. En effet, je n'avais pas observé. Rapprochez ces 2 lettres du C et du H qui nous restaient en dehors du mot « répondez » et vous constaterez que le seul mot possible est « écho », ce qui signifie l'Écho de France, le journal de Lupin, son organe officiel, celui auquel il réserve ses communiqués. Répondez à l'Écho de France, rubrique de la petite correspondance numéro 237. C'était là le mot de l'énigme que j'ai tant cherché et que Lupin m'a fourni avec tant de bonne grâce. J'arrive des bureaux de l'Écho de France. Et vous avez trouvé ? J'ai trouvé toute l'histoire détaillée des relations d'Arsène Lupin et de sa complice. Et Sholmes étala 7 journaux ouverts à la 4e page et dont il détacha les 7 lignes suivantes. Premièrement, Ars Lup, Dame Imple, Protect 540. Deuxièmement, 540, attend explication, A.L. Troisièmement, A.L, sous domine, ennemi, perdu. Quatrièmement, 540, écrivez adresse, ferez enquête. Cinquièmement, A.L, Murillo. Sixièmement, 540, parc 3 heures, Violette. Septièmement, 237, entendu Sam, serait Dim, Mat, Parc. « Et vous appelez cela une histoire détaillée ?» s'écria M. d'Imbleval. « Mon Dieu, oui. Et pour peu que vous y prêtiez attention, vous serez de mon avis. Tout d'abord, une dame qui signe 540 implore la protection d'Arsène Lupin, à quoi Lupin riposte par une demande d'explication. La dame répond qu'elle est sous la domination d'un ennemi, de Bresson sans aucun doute, et qu'elle est perdue si l'on ne vient pas à son aide. Lupin, qui se méfie, qui n'ose encore s'aboucher avec cet inconnu, exige l'adresse et propose une enquête. La dame hésite pendant 4 jours, consultez les dates. Enfin, pressée par les événements, influencée par les menaces de Bresson, elle donne le nom de sa rue, Murillo. Le lendemain, Arsène Lupin annonce qu'il sera dans le parc Monceau à 3 heures et prie son inconnu de porter un bouquet de violettes comme signe de ralliement. Là, une interruption de 8 jours dans la correspondance. Arsène Lupin et la dame n'ont pas besoin de s'écrire par la voie du journal. Ils se voient ou s'écrivent directement. Le plan est ourdi pour satisfaire aux exigences de Bresson. La dame enlèvera la lampe juive. Reste à fixer le jour. La dame, qui par prudence correspond à l'aide de mots découpés et collés, se décide pour le samedi et ajoute « Répondez Écho 237 ». Lupin répond que c'est entendu et qu'il sera en outre le dimanche matin dans le parc. Le dimanche matin, le vol avait lieu. En effet, tout s'enchaîne, approuva le baron, et l'histoire est complète. Sholmes reprit. Donc, le vol a lieu. La dame sort le dimanche matin, rend compte à Lupin de ce qu'elle a fait, et porte à Bresson la lampe juive. Les choses se passent alors comme Lupin l'avait prévu. La justice, abusée par une fenêtre ouverte, 4 trous dans la terre et 2 éraflures sur un balcon, admet aussitôt l'hypothèse du vol par effraction. La dame est tranquille. Soit, fit le baron, j'admets cette explication très logique, mais le second vol. Le second vol fut provoqué par le premier. Les journaux ayant raconté comment la lampe juive avait disparu, quelqu'un eut l'idée de répéter l'agression et de s'emparer de ce qui n'avait pas été emporté. Et cette fois, ce ne fut pas un vol simulé, mais un vol réel, avec effraction véritable, escalade, etc. Lupin, bien entendu? Non, Lupin n'agit pas aussi stupidement. Lupin ne tire pas sur les gens pour un oui ou un non. Alors, qui est-ce? Bresson, sans aucun doute, et à l'insu de la dame qui l'avait fait chanter. C'est Bresson qui est entré ici. C'est lui que j'ai poursuivi. C'est lui qui a blessé mon pauvre Wilson. En êtes-vous bien sûr? Absolument. Un des complices de Bresson lui a écrit hier, avant son suicide, une lettre qui prouve que des pourparlers furent engagés entre ce complice et Lupin pour la restitution de tous les objets volés dans votre hôtel. Lupin exigeait tout. La première chose, c'est-à-dire la lampe juive,
aussi bien que celle de la seconde affaire.